Donc, je vais vous parler aujourd'hui de travaux qui ont été faits en collaboration avec Ivar Ekland, qui est dans la salle aujourd'hui, Romuald Dely, Nicolas Hernandez Santibanez et Dylan Posomay. Alors, comme l'a dit Pierre-Louis, moi je suis la praticienne de l'équipe, donc je vais vous donner un peu les mathématiques, mais néanmoins, s'il y a quelques imprécisions, vous m'excuserez, mais le reste de l'équipe est là pour veiller à ce que les maths soient correctement traitées dans notre cas de figure. Donc on s'intéresse à la tarification de l'électricité. Et pourquoi? Parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est vraiment d'actualité, au sens où l'électricité devient de plus en plus, je dirais, un bien comme les autres, qui intéresse des fournisseurs d'électricité qu'on pourrait qualifier d'alternatifs. Jusqu'à quelques années, il n'y avait que des acteurs qualifiés d'historiques qui vendaient de l'électricité. Mais aujourd'hui, une vraie concurrence s'instaure. Alors, je vous ai mis un peu pour illustrer ici, si vous êtes résident à Bristol, les différents fournisseurs auxquels vous pouvez vous adresser pour obtenir votre électricité. Donc, il y a des historiques, on va dire, mais il y a aussi, par exemple, Marks & Spencer. Donc, on peut acheter de l'électricité à des fournisseurs qui sont vraiment de type très différent. Et donc, il y a vraiment une compétition qui s'installe sur ce secteur. J'ai mis aussi ce dessin-là parce que je trouvais qu'il était assez illustratif. Quand on vous propose de gagner une télévision parce que vous changez de fournisseur d'électricité, je trouve qu'il y a on peut se dire que oui, il y a une vraie forme de compétition et que l'électricité est devenue un bien un peu différent de ce qui pouvait être dans le passé. Donc, on a des nouveaux acteurs et ce qu'on constate aussi, c'est que la structure tarifaire évolue. Jusqu'à présent, on avait quand même des choses qualifiées de structure historique avec une part fixe, une part variable. Cela reste, mais il y a des aménagements qui sont faits. On va voir des contrats qui sont différents sur la durée d'engagement. Vous pouvez prendre des contrats avec une durée d'1 an, 2 ans, voire sans durée d'engagement, c'est-à-dire que vous pouvez changer de fournisseur dès que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi prendre des contrats qui vous garantissent que votre électricité a été produite à partir, par exemple, d'énergie plus verte ou ce que vous voulez. Vous pouvez aussi prendre des contrats qui sont duals, c'est-à-dire qui vous offrent à la fois votre gaz et votre électricité. Donc il y a vraiment plein de variantes, on va dire, sur les contrats et les gens commencent à être assez innovants sur les formules tarifaires qu'on peut voir. Et un autre fait qui explique qu'on s'intéresse aussi à cette question, c'est que les compteurs aujourd'hui changent. On parle beaucoup de compteurs intelligents, de smart meters. En Europe, en fin 2016, je crois qu'on est à peu près à 30% de compteurs qui sont de ce type-là en Europe. Ce qui veut dire aussi qu'on peut être plus innovant dans les formes tarifaires parce qu'on a un nouveau moyen de communiquer avec le client. On n'est plus limité avec l'ancien compteur qui était relevé de temps en temps par un agent et qui mesurait finalement uniquement l'énergie et qui pouvait aussi réagir à la puissance. Alors pour compléter cette introduction, je vous ai mis sur ce graphique en fait, une illustration de l'évolution de l'état du marché américain en termes de compétition. Alors ça détaille les différents segments qui sont résidentiels en bleu, commercial et industriel sur ces différents bâtonnets pour les différents États américains. Et alors, quand on est à 100%, ça veut dire que l'intégralité, ici par exemple du segment industriel, est passée sur des offres qualifiées de compétitives, c'est-à-dire qui ne sont plus l'offre historique. Donc vous voyez que c'est divers, hein, les marchés ne sont pas tous aussi ouverts, la Californie ne semble pas très ouverte, mais contrairement au Texas, mais néanmoins, on perçoit vite quand même que le marché aux États-Unis, tout comme en Europe, est de plus en plus compétitif. Et alors, dernière chose, c'est pour fixer les idées, je voulais aussi voulu vous montrer quelle était la tête du tarif historique en France. Donc là, c'est le tarif adressé aux clients résidentiels qualifié de tarif bleu, qui est donc le tarif réglementé, pour vous montrer en fait les différentes parts qui constituent ce tarif aujourd'hui. Donc, ce que vous avez, c'est un abonnement annuel, donc une part fixe, ainsi qu'un prix du kilowattheure, c'est-à-dire qui va venir faire votre part proportionnelle, votre paiement proportionnel à ce que vous aurez consommé sur la période. Et ces deux prix, la part fixe et la part variable, en fait, sont indexés en fonction de la puissance que vous souscrivez, c'est-à-dire le maximum instantané que vous pouvez tirer du réseau à un moment. Alors vous voyez que en fonction de la puissance, cet abonnement annuel augmente. Et puis le prix du kilowattheure, c'est un peu différent. Là, il est gros, il diminue, puis il remonte. Et il y a une deuxième spécificité, c'est que ça, c'est valable à tout instant, mais vous pouvez aussi souscrire le tarif heure pleine, heure creuse.
qui va différencier un tarif variable en heures pleines, c'est-à-dire des heures de journée, et un tarif au moment des heures de nuit, de creux, qui va bien sûr être moins cher parce que c'est l'idée est d'avoir envie d'étaler la consommation des gens qui sont plutôt tentés de consommer durant la journée et donc d'essayer de pousser certains usages électriques vers la nuit où il y aura plutôt un creux de consommation et donc on préfère avoir quelque chose de lisse. Donc voilà aujourd'hui la structure des tarifs et ce qu'on constate c'est qu'il y a deux moyens qui sont mis en œuvre dans ce tarif pour essayer de ne pas avoir de problème de capacité, en fait, que tout le monde consomme au même moment, parce que c'est quand même ça qui est le gros problème. Et ben, il y a cet aspect de puissance souscrite, c'est-à-dire qu'on vous limite, et puis également on vous fait payer un abonnement variable qui est différent pour ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et oui, c'est cet effet jour-nuit qui vient essayer de pousser les consommateurs à décaler en fait, leur usage électrique à des moments qui pour eux seraient moins chers. Donc après cette introduction, voilà, on va résumer. Donc, on a voulu essayer de répondre à la question de quel tarif en fait, un fournisseur d'électricité aujourd'hui devrait proposer, sachant qu'il peut lui-même avoir un petit peu de production électrique ou se fournir sur les marchés. Et puis, comment est-ce qu'il a envie de construire cette offre, en effet, pour à la fois faire partager le risque entre lui-même et puis le consommateur. En ayant en tête que en fait, l'électricité, c'est quand même un bien particulier, c'est-à-dire que c'est assez dur de s'en passer. Donc c'est un bien qu'on va qualifier de non substituable. Et on a bien en tête aussi que si la formule tarifaire est vraiment trop compliquée, elle aura beau être très belle, personne ne va la choisir. Donc on voulait quelque chose qui reste relativement simple. Donc on n'arrive peut-être pas à résoudre toutes les questions dans ce problème, mais néanmoins c'est une première version qui permet de manière simple de trouver une structure explicite de tarifs et qui répond en partie à ces questions. Alors, pour résoudre le problème, on s'est placé dans la structure principal-agent où on a deux types d'acteurs. Le principal qui propose le contrat, ici ça va être notre fournisseur d'électricité, et les agents qui sont eux uniquement, qui n'ont le choix que d'accepter ou de rejeter le contrat, donc nos consommateurs. Dans les problèmes type principal agent, on a une information qui est incomplète et qui peut être de deux sortes. L'aléa moral, où le principal n'observerait que le résultat de l'effort ou qu'un certain résultat, mais n'observe pas l'action lui-même. On ne se place pas dans ce cadre-là. Il n'y a pas d'aléa moral dans notre problème. Par contre, il y a tout ce qui s'appelle adverse sélection, c'est-à-dire que l'agent connaît son type, c'est sa propre caractéristique, mais ne le dit pas explicitement au principal. Donc le principal, il n'a qu'une idée de comment les gens sont répartis dans la population, et il ne peut pas explicitement demander aux personnes quel type es-tu? Es-tu un consommateur, un gros consommateur ou un petit consommateur, qui est prêt à payer cher ou pas cher? Ça, l'agent ne le révélera pas. Donc les exemples très typiques dans cette littérature, c'est par exemple les contrats d'assurance automobile, où avec le cas des franchises, on va chercher à discriminer des conducteurs qu'on pourrait qualifier de prudents ou des conducteurs imprudents. Donc on ne va pas demander aux gens explicitement êtes-vous un conducteur prudent ou imprudent, et puis en fonction je vous fais un tarif différent. On leur propose un menu de contrat qui va être discriminant, c'est-à-dire qui pousse chaque agent à se révéler. C'est aussi le cas dans les... Oui. Et créer d'autres problèmes. D'accord, donc c'est toujours plus compliqué que ça en a l'air, effectivement. Pour ce qui est tarification du voyage, dans les trains, on va avoir différentes classes pour le même service, c'est-à-dire un déplacement d'une ville A à une ville B. On vous offre différentes versions de confort et on essaye de vous faire révéler en fait, votre propension à payer pour ce voyage. On a mis cette petite illustration. Je ne veux pas faire de mauvais esprit systématique, mais oui. À nouveau dans les trains, on se rend compte de plus en plus qu'on peut avoir des voyages en première classe moins chers qu'en seconde classe. Donc là aussi, cette politique elle a changé, de prix extrêmement variables au cours du temps, qui sont extrêmement dynamiques, rend tout ceci beaucoup moins clair. C'est vrai. Après, c'est plus l'illustration effectivement des vieux tarifs tels qu'on les connaissait où de toute façon ça ne réagissait pas à la demande.
Mais c'est vrai que dans les transports, ça a vraiment complètement évolué. Je pense qu'on est loin de là. Et d'ailleurs, mon illustration est plutôt très vieillotte, mais on montre qu'il y a bien longtemps, la 3e classe, on vous offrait le voyage, certes, mais vous n'aviez pas de toit. Ce qui fait que je pense que dès qu'on avait un petit peu plus d'argent en poche, on était quand même prêt à payer la 2e classe pour être abrité en cas de pluie. Donc on est bien loin de ça et maintenant on peut aller en première classe. Même sur la TGV, par petite histoire, dans les jours de forte affluence, on a le droit d'acheter une place, mais on ne vous garantit pas d'être assis. D'accord. En TGV, oui. C'est aussi une notion intéressante. Effectivement. Bon, enfin, donc ça fixe quand même les idées de l'histoire, de ce que c'est que la sélection adverse et l'histoire un menu qui pourrait discriminer les gens en tout cas. Alors, sur donc nos agents, on vont avoir chacun, enfin nos agents et notre principal vont avoir chacun leurs objectifs. Donc je vous ai dit, le principal, il ne peut pas connaître directement la personne à qui il s'adresse, néanmoins il a une idée de la répartition dans la population. Ça ne paraît pas complètement idiot, il peut faire des sondages et se donner une idée de la répartition, est-ce qu'il y a plus de gens de type X ou de type Y. Donc notre agent, lui, son objectif, c'est au vu de ses contrats, il va choisir celui qui lui correspond le mieux et qui va lui donner le plus de bien-être, on va dire. Et dans notre cas de figure, ça va être celui qui va choisir le niveau de consommation qui va lui donner le plus d'utilité, moins ce qu'il paye pour acquérir cette consommation d'électricité. Donc il tire un certain bien-être de sa consommation électrique et il va mesurer ça par rapport à ce qu'il est obligé de payer pour ce niveau d'électricité. Et il va choisir le niveau de consommation qui lui correspond le mieux. Le principal, qui est notre fournisseur, lui, sa tâche, c'est bien de proposer des tarifs qui vont faire en sorte qu'il va gagner le plus d'argent. Lui, son objectif, c'est de rapporter de l'argent. Et donc, il va comptabiliser tout ce qu'il va recevoir des clients qui vont le choisir, moins ce que ça lui a coûté d'aller produire cette électricité pour ces gens, produire ou fournir. Et j'insiste bien, je vais vous montrer après pourquoi je dis sur tous ces clients. Parce que produire pour tous ces clients, c'est pas la même chose. Enfin, on va voir qu'en électricité, ça a une signification un peu particulière. Je laisse ça pour le transparent d'après. Mais donc, je veux juste finir sur le fait que pour le principal, quand il propose son tarif, il va avoir 2 conditions. Il doit s'assurer que les contrats permettent de satisfaire le principe de rationalité. Enfin, c'est plutôt le fait qu'il sait que quand il propose un contrat, les agents ne sont pas pieds et poings liés à être obligés d'accepter les contrats. Ils ont forcément une porte de sortie, parce que sinon, ça donne lieu à toutes les dérives possibles. Donc, ça veut dire que les agents ont un substitut. Ici, nos consommateurs, à l'extrême, ils pourraient ne pas consommer pour certains, où en fait, on va vouloir représenter qu'ils peuvent se tourner vers quelqu'un d'autre. Ils peuvent acheter leur électricité à quelqu'un d'autre, où il y a un tarif qui est réglementé, par exemple, qui assure un certain niveau minimum de bien-être qu'ils peuvent acquérir. Donc, ils ne viendront vers le principal que si, en fait, ils dépassent le niveau d'utilité de réservation ici, qui représente cette possibilité d'aller voir ailleurs. Et aussi, donc, quand le principal fait ses contrats, il doit s'assurer que les contrats sont incentive compatibility, c'est-à-dire que chaque agent va préférer le contrat qui lui était désigné et qui ne va pas pouvoir mentir et gagner plus. Ça doit être des contrats qui sont dits révélateurs. Alors, pourquoi je vous ai dit que ce qui était important, c'est que pour le principal, il devait s'assurer que il aurait à payer les coûts pour fournir l'électricité pour tous ses clients. Parce qu'en effet, fournir de l'électricité quand le niveau de consommation est faible est relativement peu cher. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, on utilise différents modes de production en fonction du niveau de consommation. Ici, je vous ai mis ce qui s'appelle le merit order de la production électrique en France, par exemple. Donc, ce qui fait que quand vous avez très peu de demande électrique, on utilise tout ce qui est fatal, c'est-à-dire qui vient du ciel, par exemple l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque ou hydraulique, qui est là de toute manière et qui coûte quasiment rien, en coût marginal. Ensuite, s'il y a plus de demandes, on va faire appel aux centrales nucléaires, qui est le coût marginal qui suit. Et puis ensuite, au fur et à mesure, si on a de plus en plus de demandes, on va être obligé d'aller trouver d'autres types de moyens de production, qui sont des moyens thermiques en général, et qui coûtent de plus en plus cher parce que le combustible qu'on met dedans est plus élevé. Donc, on peut citer par exemple, en février 2012, la demande était très élevée, il y avait une vague de froid vraiment importante. Les prix sont montés à plus de 1 000 € du mégawattheure, par exemple.
Et à l'extrême inverse, on assiste de plus en plus fréquemment à des moments où la consommation est faible, et donc le prix de l'électricité tombe à des niveaux très bas, voire négatifs. Ça, c'est encore peut-être une autre histoire, mais ça montre bien le grand écart qu'on peut avoir sur ces prix et qui dépend vraiment de la production, de consommation, du niveau. Alors l'hydraulique, c'est dans le fatal ici, et ce serait aussi interposé de manière ici. Donc dans le fatal, on va mettre tout ce qui est hydraulique fil de l'eau, qui est là de toute manière. Et tout l'hydraulique qui est au niveau des stockages, en fait, on donne une sorte de valeur de l'eau qui, en règle générale, va tomber dans ces environs-là, dans ces substituts, en fonction du niveau du stock. Donc c'est une des originalités du problème, c'est vraiment que notre producteur d'électricité, il est content de vendre de l'électricité, enfin notre fournisseur, mais en même temps, il n'a pas envie que tous ses clients consomment au même moment. Parce que si tout le monde consomme au même moment, il va tomber dans ces cas-là où le prix devient très élevé. Alors voilà, on va fixer maintenant les notations et puis certaines hypothèses. Dans le papier, on a qui est en cours de finalisation, on a des choses plus générales, mais j'ai mis ici les hypothèses sous lesquelles on arrivait à avoir des tarifs explicites. Donc on va appeler P le tarif proposé par notre fournisseur d'électricité, donc qui a un tarif qui s'applique à un moment donné petit t pour une consommation C. Et on va restreindre le problème. Donc, je vous ai parlé de menu de contrat, mais on va être plus modeste. On va simplement proposer un seul contrat pour le moment. K, c'est donc le coût de production de notre électricité. Et K va être une fonction qui est convexe en fonction de la consommation pour représenter ce dont je vous ai parlé dans le transparent précédent. Et donc qui a un coefficient qui dépend du temps, parce que produire de l'électricité en journée ou en nuit, ce n'est pas forcément la même chose. Par exemple, si on pense à l'énergie photovoltaïque, il n'y en a pas la nuit. Mon C, je vous l'ai dit, c'est la consommation, elle sera forcément positive et nulle. Nos agents vont être désignés par leur type X, qui va être quelque chose de continu entre 0 et 1. C'est le type de l'agent est continu entre 0 et 1. Et on va supposer aussi que leur répartition est uniforme parmi la population. Et enfin, ce qu'on considère, donc ce qui est important, c'est l'utilité de l'agent. Donc l'agent X, pour un niveau de consommation C et à un instant donné, il va recevoir cette utilité-là, qui est une utilité CRRA, avec gamma son paramètre d'aversion au risque. Phi de t va représenter en fait un paramètre commun à tous les agents qui représente l'appétit, ou le goût à l'électricité selon les périodes de la journée. En général, on préfère tous avoir de l'électricité à midi plutôt qu'à minuit. Et puis, par contre, ce terme G gamma de X est vraiment propre à chaque agent et représente son appétit propre à consommer et à payer pour cette consommation. Enfin, je vous ai parlé de l'utilité de réservation. H de X va être noté H de X pour chaque type d'agent et qui représente vraiment cette opportunité de substitution ou de changement. C'est-à-dire qu'on peut aller vers d'autres fournisseurs. Donc, dans notre modèle, on ne représente pas explicitement la concurrence, mais H de X est une façon de la représenter, où ça représente aussi une substitution de l'énergie, c'est-à-dire qu'on peut essayer de changer son mode de chauffage, on peut mieux isoler sa maison, et tout ça est contenu dans cette utilité de réservation, qui fait qu'on peut vouloir consommer moins. Alors, pour fixer les idées, là, je vous ai parlé de cette fonction U avec ce G gamma. On va lui donner deux formes simplement. Et donc, on va considérer les cas où gamma est positif entre 0 et 1, cette aversion au risque, avec une fonction G qui va être X. Et voilà la tête des fonctions d'utilité qu'on obtient. Donc, en fonction de la consommation, l'utilité de l'agent, bien entendu, augmente. Elle est nulle quand la consommation est nulle. Et en fait, augmente pour un même niveau de consommation, elle augmente forcément en fonction du type de l'agent. Donc cette utilité, elle est assez représentative, on pense, d'un joueur qui serait un industriel. En effet, pour lui, l'électricité, c'est un peu un bien comme un autre. Il l'utilise pour produire un autre bien qu'il va revendre. Donc, à l'extrême, il peut s'en passer, c'est-à-dire qu'il met peut-être la clé sous la porte, il change. Et puis, plus il a l'électricité, plus il est quand même content parce que, en fait, il arrive à produire plus, à écouler plus de biens transformés, et donc sa richesse s'accroît. On a considéré un autre cas où gamma serait négatif. Et donc là, la fonction G devient 1 moins X.
Et dans ces cas-là, l'utilité est moins l'infini quand la consommation serait nulle. Ça représente dans ce cadre-là le fait qu'on a besoin d'électricité. On ne peut pas s'en passer et qu'elle n'est pas substituable. Donc on est plus proche d'un agent résidentiel. Et puis ce qui est aussi présent ici, c'est que si on atteint un certain niveau de consommation, si vous m'en donnez un peu plus, je vais être un petit peu plus contente, mais enfin, il y a quand même un effet de saturation qui est assez vrai dans le côté résidentiel. Une fois que vous avez allumé votre chauffage à fond, démarré tous vos équipements électriques, il y a un moment où vous ne savez plus trop vous savez pas plus quoi faire de plus d'électricité. Donc c'est pour ça qu'on considère ces deux exemples de fonctions d'utilité. Avec toutes ces hypothèses en tête, voilà les résultats principaux auxquels on va arriver. Je vais vous expliquer après comment. Donc, en renotant qu'on ne définit a priori aucune structure sur la fonction de tarif. C'est quelque chose qui va vraiment sortir du modèle. Et en ayant en tête aussi que le coût de production de l'électricité, il est bien fonction de la consommation de tous les clients qui vont prendre le contrat, et pas uniquement d'un consommateur donné. Donc on arrive à sortir des tarifs qui sont en fait la somme de 3 termes au maximum, donc très explicite, une caractérisation explicite de nos tarifs, avec un terme qui va être notre part fixe, notre abonnement, un terme qui va être cette part énergie, c'est-à-dire proportionnelle à l'énergie que vous allez consommer, et puis un terme ici qui vient en fait facturer effectivement les gros consommateurs, en fait c'est pas les pénaliser, mais c'est faire payer les gens qui veulent consommer beaucoup, parce qu'en effet ça coûte cher d'avoir une grosse consommation instantanée. Donc on a ce terme en C gamma qui peut se rajouter dans certaines formes de tarifs. Et donc on voit apparaître qu'on a à la main du fournisseur 2 moyens de gérer cette contrainte de capacité. Il va soit dans ces tarifs implicitement exclure les gros consommateurs. Donc ça, c'est un moyen de gérer la contrainte de capacité. Ou alors, il vient faire figurer ce terme-là qui lui permet de faire payer cher les gros consommateurs et donc aussi de les modérer. En termes de consommateurs qui vont choisir notre offre d'électricité, on a le résultat très classique que c'est les agents les plus efficaces qui vont prendre notre tarif. On va voir dans quel cadre, mais on a aussi un résultat original qui vient, c'est que quand l'utilité de réservation, là c'était vrai quand l'utilité de réservation est constante, je ne pointe pas là où il faut, alors que quand l'utilité de réservation est concave, il peut se produire aussi qu'on vienne non plus s'adresser aux agents les plus efficaces, mais aux agents les moins efficaces. Et c'est parce que finalement, on pourrait dire la compétition devient tellement intense sur ce segment très convoité des gens les plus efficaces que on va se tourner vers les agents les moins efficaces parce que c'est peut-être plutôt mieux que rien, on va dire. C'est quoi ces barres Ces barres, alors ça va être défini par les paramètres. Ah oui, pardon, c'est vrai que donc on va donner un tarif qui est valable pour une plage de consommation inférieure à un certain niveau de puissance. Donc en pratique, on le calcule. Et donc en pratique, on le calcule. Il n'a pas l'air trop petit. Bon, après, on est loin de l'exemple résultat. Non, il permet que les gens sélectionnent quand même le tarif. Donc, ce n'est pas un développement limité près de 0. Non, du tout. C'est vraiment une contrainte en capacité. Alors, pour donc, arriver à ces beaux résultats, on est obligé de regarder tout ce qui est... on va s'appuyer sur des tarifs qu'on va qualifier de U convexe. Donc la définition, on va aller assez vite, on va parler de U-transformation pour une fonction. Alors peut-être si je prends cette fonction-là, donc si imaginez que la fonction phi est un tarif d'électricité, sa U transformée va être la fonction P star ou phi star, si j'ai nommé le tarif phi. Ça va être en fait le niveau d'utilité auquel arrivent les agents une fois qu'ils ont sélectionné la meilleure consommation pour eux, pour maximiser leur utilité moins ce qu'ils ont payé dessus. Donc on arrive à la notion que les économistes appellent l'utilité indirecte, qui est donc le niveau de bien-être qu'ils obtiennent une fois qu'ils ont payé le bien qu'ils consomment. Donc on a la même définition pour la U transformée pour une fonction qui serait une fonction de t et du type x. Donc on va chercher à la transformer de cette fonction-là et le maximum sur tous les x de l'utilité moins cette fonction, et on obtient une fonction qui est fonction de t et de c.
Donc, c'est en fait nous, on va s'appuyer sur les fonctions qui sont U-convexes, et les fonctions U-convexes, ce sont des fonctions qui sont telles que elles soient la U transformée d'une autre fonction. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que on peut prouver que pour des fonctions U-convexes, une fonction U-convexe est U-convexe si et seulement si sa U transformée de sa U transformée est elle-même. Et donc ça, l'intérêt pour nos tarifs, c'est bien que si je vous donne un tarif, je vais être capable aussi de retrouver l'utilité indirecte, et de l'utilité indirecte, je peux aussi revenir au tarif. Ce qui est plutôt intéressant. On va aussi avoir besoin des notions de U-différentiabilité, qui sont en fait, par exemple, si on prend celle-là, donc si pour une fonction psi, ça va être l'ensemble des consommations atteintes de telle sorte qu'on a les consommations qui sont choisies, qui maximisent en fait l'utilité indirecte. Non, qui atteignent le niveau d'utilité indirecte. Je m'embrouille un peu, mais voilà à peu près l'idée. Et ça va nous servir en fait à définir les agents qui vont venir choisir notre contrat ou les niveaux de consommation qui sont choisis par ces mêmes agents. Ce sont les deux notions qui vont être dedans. Enfin, de quoi avons-nous besoin? Donc oui, dans le lemme qui est à la fin ici, on peut montrer que pour une fonction qui serait non décroissante et convexe, alors non, je vous le dis, alors U va être de cette forme-là. Si G est concave, ce qui est bien sûr le cas dans les exemples que je vous ai montrés, alors concave si gamma est entre 0 et 1 et convexe si gamma est négatif, alors pour toute fonction psi qui serait non décroissante et convexe, alors cette même fonction est U-convexe. On a même plus fort, c'est que si G est de la forme x ou 1 moins x selon les cas pour gamma, alors toute fonction U-convexe est convexe, et donc on a l'équivalence entre U-convexité et convexité, ce qui va nous aider en fait pour trouver les tarifs, parce que ce n'est pas très évident de raisonner dans cet espace du convexité, et donc c'est plus facile quand même de vérifier qu'une fonction est convexe. Alors pourquoi? Parce que donc, tout ça pour vous donner en fait la définition de nos tarifs admissibles. Donc les tarifs sont admissibles, on va leur donner pour être admissibles, c'est-à-dire qu'on va leur donner deux premières conditions. Le fait que la U-différentiabilité doit être non vide, c'est-à-dire qu'on peut trouver un niveau de consommation qui satisfait les agents de type X, et donc qui peuvent prendre le contrat, sinon ce serait un peu bizarre. On a cette condition, donc ces deux conditions, c'est plutôt des conditions techniques, mais la dernière condition, elle est là pour dire que en fait, notre tarif, en fait, on le réduit à être U-convexe uniquement sur l'espace de consommation où les gens qui sélectionnent le contrat vont aller piocher. C'est-à-dire qu'on laisse une certaine... Parce que c'est pas innocent. Pourquoi? Parce que ces étoiles, on va juste montrer après que c'est le niveau effectif de consommation que les gens qui sélectionnent le tarif prennent. Alors c'est donner en fait une sorte d'espace de liberté au contrat. C'est-à-dire que sur les endroits au niveau de consommation où les consommateurs n'iront pas de toute manière, on peut proposer un tarif qui n'est pas tout à fait celui... on a une certaine liberté parce que si je propose un tarif qui est plus cher que celui qu'un autre et que ce premier tarif n'était déjà pas pris, et un tarif plus cher ne sera forcément pas sélectionné non plus. Donc ça ne changera pas les résultats. Donc je résume après avoir donné un petit peu ces définitions sur lesquelles on va s'appuyer puisqu'on va chercher donc des contrats qui sont dans cette famille de contrats admissibles. Je vous redonne l'objectif de mes agents et de mon principal. Donc mes agents, eux, ce qu'ils veulent, c'est trouver le niveau de consommation tel que, au regard des tarifs, pour les niveaux de consommation C, ils maximisent leur utilité indirecte en fait, sur l'intervalle de temps 0T sur lequel ils s'engagent dans le contrat. Là, on suppose effectivement que nos consommateurs, s'ils viennent avec nous en tant que fournisseurs, ils vont venir jusqu'à la date T. Ils ne peuvent pas sortir avant. Bien sûr, ces agents n'accepteront le contrat que si ça leur procure un niveau qui est supérieur à leur utilité de réservation. Sinon, ça veut dire qu'ils vont ailleurs. Je vous disais, ils font des travaux dans leur maison ou ils vont trouver un autre fournisseur d'électricité. Le principal, donc lui, il va trouver le tarif... il veut proposer des tarifs P qui soient admissibles, de telle sorte que
il maximise les gains qu'il va toucher de ses consommateurs ici. Donc c'est tout ce que les paiements que vont lui faire les consommateurs qui auront consommé ce niveau C étoile de consommation. Pour tous les agents qui auront sélectionné son contrat, c'est-à-dire pas l'ensemble, mais simplement ceux qui sont venus, moins les coûts occasionnés de fournir cette consommation à tous ces agents. On avait parlé de la condition d'incentive compatibility qui ici est toujours satisfaite parce qu'on n'a pas d'aléa moral. Ici, notre agent, on observe sa consommation directement. Donc pour résoudre ce problème-là, c'est-à-dire trouver les bons P, on va d'abord s'attaquer au problème de l'agent. Le problème de l'agent, la formule de C étoile que je vous avais donnée avant n'était pas innocente parce qu'on peut prouver que, assez facilement avec le théorème de l'enveloppe, que l'agent, si je lui propose un contrat P, en fait, il va choisir le niveau C étoile qui correspond à cette formule. Donc c'est son niveau de consommation optimale. Et on va appeler X étoile de P étoile, en fait, l'ensemble des agents qui choisissent le contrat petit p. Donc, avec cette expression de la consommation, je vais la réinjecter dans le problème du principal pour exprimer le problème du principal, non plus en fonction de P et de C étoile, mais en fonction de P étoile uniquement. Donc, je peux maintenant, le P, je peux le transformer en fonction du U de l'agent moins son P étoile. Les C, les C étoiles, je les ai exprimés en fonction de P étoile. Donc, je n'ai plus un problème, simplement, fonction de la U transform du contrat. Alors, ensuite, comment on fait pour démontrer les résultats? On va d'abord, nous, ce qu'on cherche à résoudre, c'est maximiser sur les contrats qui sont admissibles. Ce n'est pas très agréable. Donc, on va considérer un problème alternatif qui est le problème util P, où on va chercher non pas des contrats qui soient admissibles, mais simplement qui soient continus et non décroissants. C'est déjà plus simple. Alors donc, ce problème-là, si j'arrive à le résoudre, en règle générale, puisque je suis sur un domaine plus large, il va être supérieur à celui-là. Mais on va voir que les choses se passent bien à la fin. Donc, pour résoudre ce problème utile, on va d'abord essayer de voir quelle est la forme de X étoile. Il s'avère que dans notre cadre, en fait, ce n'est pas désagréable, ça va être l'union de un ou deux intervalles. Parce qu'il ne faut pas qu'il ait une forme non plus trop désagréable, sinon on ne peut pas faire grand-chose. Une fois qu'on a prouvé la forme de X étoile, on peut intégrer util P par partie et lui exprimer comme un problème d'une fonction concave sur lequel on peut appliquer la différenciabilité de Fréchet. Et puis, en fait, comme elle est concave, différenciable, on va pouvoir dire qu'elle est négative dans toutes les directions, ce qui nous permet en fait, d'exprimer la dérivée de la U transformée du contrat comme une fonction uniquement de ce x0. Alors x0, je n'ai pas été très claire, ça va être les intervalles en fait de notre de ces intervalles. Excusez-moi, ça va être les bornes de ces intervalles d'x étoiles. Une fois qu'on a ça, on peut réinjecter cette expression de dp étoile dans le problème initial util P et trouver explicitement notre fonction x0. Une fois que j'ai x0, j'ai fait le travail parce que je peux accéder maintenant à la U transformée du contrat et donc au contrat initial. Alors, je n'ai pas vraiment fait le travail parce que là, j'aurais réussi pour util P, mais en fait, ce qui se passe bien, c'est que dans notre cadre, on peut montrer que le P étoile qu'on obtient ici, il est aussi lui-même U convexe. Et donc, ça veut dire qu'il était aussi solution du problème initial. Alors, voyons-le. Donc, dans ce transparent-là, je vous montre assez rapidement que on peut montrer que on a fait deux cas. Donc, le cas où l'utilité de réservation est constante, c'est-à-dire que quel que soit le type de l'agent, il peut obtenir le même niveau d'utilité à l'extérieur. Dans ces cas-là, on montre que les X étoiles, c'est-à-dire les agents qui vont signer le contrat, ils sont de type X01, c'est-à-dire qu'on va prendre les plus efficaces, parce que je ne sais plus si je l'ai précisé, mais donc les agents de type X égale 1, ce sont les agents les plus efficaces parmi les consommateurs. Donc on va sélectionner uniquement ces agents les plus efficaces.
Donc, sur la base de ça, on peut réécrire le problème du principal, transformer, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus que des fonctions pour l'instant continues, en disant que nos clients, de toute façon, ils vont être entre x0 et 1. On peut intégrer cette jolie fonction par partie et donc avoir ce problème qui n'est plus fonction que de dp étoile sur dx. Après, on fait ce que je vous avais dit, donc c'est que on va nommer xi, la fonction qui est sous l'intégrale ici. On remarque qu'elle est continue, qu'on peut la dériver, et que comme elle est concave, et en fait, sa dérivée, on va pouvoir dire qu'elle doit être négative, et cela dans toutes les directions Q sur lesquelles on a appliqué la dérivée. Donc, ce qui fait que cette quantité moins celle-ci doit forcément être négative, enfin, toute cette quantité doit être négative quel que soit Q, donc ça veut dire que la quantité hors dq sur dx, qui est donc en mise en facteur, doit être nulle, puisque c'est valable quel que soit Q. Grâce à cela, on arrive à la fonction, on peut exprimer dp étoile sur dx en fonction de cette jolie expression, où on a défini ce a comme étant l'expression précédente. Je l'avais pas, voilà, a est ici. Donc a est encore fonction de dp étoile. Mais comme j'ai exprimé dp étoile comme ça, je peux le réinjecter dans le a et n'avoir plus que ce que je vous disais dans l'esprit de la preuve, la quantité x0. Dans cette équation, je n'ai plus que la quantité x0 qui est inconnue et je n'ai plus d'histoire de p étoile. Puisque, enfin, voilà, donc vous arrêtez. Je vais un peu vite, je pense. Enfin, non, j'ai terminé. Donc, pour vous dire qu'à partir de là, je trouve x0. Une fois que j'ai x0, je peux trouver dp étoile sur dx. Et après ça, je peux intégrer et trouver le tarif. Alors, je vous mets ce slide-là un peu pour faire peur, c'est-à-dire que voilà le théorème auquel on arrive. C'est pour l'utilité de réservation constante. Et uniquement, ça on l'a déjà dit, c'est les agents qui sont supérieurs à ce niveau x étoile qui acceptent le contrat. Et voilà la formule explicite du tarif. Alors ça c'est pour gamma entre 0 et 1. On a exactement pas exactement, mais on a le même type de formule quand gamma est négatif. Bon, c'est pas très joli, mais c'était pour vous dire on y arrive bien. Voilà en résumé ce qu'on obtient. J'ai masqué les termes, je pense que c'est plus agréable. Donc si le gamma est entre 0 et 1, c'est-à-dire qu'on a des clients qui sont des industriels. Voilà, là, je leur propose un tarif qui est, s'ils consomment plus que ce C étoile gamma, je leur offre un tarif qui est en C gamma et puis avec un abonnement. Et puis sinon, je leur offre un tarif qui a ces trois composantes. De même, on a l'expression quand gamma est négatif, donc c'est pour nos clients résidentiels. S'ils sont très consommateurs, même histoire. Je leur propose un abonnement plus un C gamma. Et puis s'ils le sont moins, je leur propose un tarif linéaire en C. Alors ces deux expressions, en fait, ce qu'on peut analyser, c'est ce qui se passe, c'est que dans les faits, en proposant ce tarif-là, les gens qui vont sélectionner ce contrat ne vont se placer que dans cette gamme-là. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais consommer plus que cette puissance maximum. Donc ils vont toujours être dans cette partie de la courbe et toujours dans cette partie de la courbe pour gamma négatif. Graphiquement, c'est marqué ici. Donc en bleu, vous avez la partie concave en C gamma qui s'applique que quand C est supérieur à ce niveau C étoile. Et puis sinon, vous avez la partie linéaire. Donc le tarif optimal, c'est les traits noirs pointillés, qui est l'union en fait, de ces deux fonctions. Donc d'abord une part linéaire, puis après, si vous aviez décidé de consommer plus, vous seriez sur cette part concave. Ce dont on se rend compte, c'est que si j'avais proposé directement uniquement la partie linéaire pour tous les ensembles de consommation, sur l'espace où personne ne prend mon contrat, je propose un contrat qui est encore plus méchant, qui vous fait payer plus cher. Donc déjà, vous ne le sélectionniez pas avant, donc vous n'allez pas plus le sélectionner. Donc on peut ne proposer uniquement le tarif linéaire, ce qui fait que nos tarifs qui avaient cette tête-là, deux expressions, en fait, ils sont vraiment très simples pour le cas où H est constant, c'est-à-dire l'utilité de réservation. Donc pour les clients industriels, vous allez offrir un contrat qui a une part fixe, une part variable en fonction de l'énergie, et puis une part qui vient
appuyer sur les grosses consommations quand même. C'est ce que j'ai appelé une composante capacitaire, qui fait payer la grosse consommation. Donc ça, c'est en fait, quand vous faites ça, vous sélectionnez les gros consommateurs, parce que pour les clients industriels, les consommateurs les plus efficaces, ce sont aussi ceux qui consomment le plus. Donc vous les sélectionnez, donc vous êtes intéressé par les gros consommateurs industriels, mais vous leur appliquez une part en C-gamma sur leur consommation pour éviter aussi, pour les tempérer un peu. Pour les clients résidentiels, c'est une autre histoire. Vous sélectionnez là aussi les plus efficaces, qui sont aussi les plus petits consommateurs, et donc vous leur appliquez à cette fois-ci un tarif qui est purement linéaire, parce qu'ils sont déjà naturellement des petits consommateurs, donc vous avez exclu de fait les gros consommateurs, donc vous n'avez pas cette contrainte de capacité à régler par le tarif, j'ai envie de dire. Alors voilà graphiquement ce qui se passe. On peut peut-être regarder quand gamma est négatif. Vous proposez ce tarif linéaire en fonction de la consommation. Là, vous avez la consommation. Tous les agents, là, on va de 0 à 1, vous regardez si, quand vous leur proposez ce tarif, ce qu'ils gagnent comme utilité, c'est la courbe bleue. Et puis, bien sûr, ils la comparent à leur utilité de réservation qui est en noir. Donc si c'est en dessous, ils ne viennent pas, ils ne signent pas. Et vous n'avez que ces agents-là qui signent avec vous. Et si on regarde le niveau de consommation que ces agents ont, vous voyez que pour les agents, alors c'est les clients résidentiels qui sont de type à peu près 0,4, ils vont consommer, là on dit 2, et puis au fur et à mesure, ils sont de plus en plus efficaces, donc ils ont besoin de moins d'électricité pour leur bien-être. C'est typique de quelqu'un qui aurait une meilleure isolation, il a besoin de moins d'électricité pour être chauffé à la même température que quelqu'un qui a une maison beaucoup moins isolée. Donc voilà graphiquement ce qui se passe. On peut avoir la même illustration pour les clients plus de type industriel, mais je vais passer là. Parce qu'un des effets intéressants qu'on peut analyser numériquement, c'est l'impact, par exemple, de l'accroissement de la compétition. Si on a dit l'utilité de réservation H, ça représente un peu les alternatives qu'ont les consommateurs, si les consommateurs on voit leur H augmenter, c'est-à-dire qu'on leur propose des contrats certainement plus attractifs ailleurs, comment moi, en tant que fournisseur, je dois réagir? Donc on a regardé en fonction de comment H augmente, dans le cas des résidentiels, gamma négatif, qu'est-ce qui change dans le tarif. Donc en bleu, on a la part fixe. Donc au fur et à mesure que H augmente, il faut réagir en diminuant sa part fixe. On diminue aussi la part variable, parce que je vous rappelle qu'on a un contrat qui est de type uniquement part fixe plus part variable. Donc on diminue très fortement la part fixe et on diminue aussi la part variable, mais le plus grand impact, c'est qu'un fournisseur qui est confronté à plus de compétition va en priorité diminuer son abonnement. Alors en faisant ça, bien sûr, il diminue sa consommation, il diminue son utilité, parce que forcément il a moins de revenus. Et qu'est-ce qui se passe sur ces consommateurs? C'est que il essaye de suivre la concurrence, il diminue sa part fixe, mais malgré tout, il arrive quand même à capter moins de gens. Donc là, je vous montre en fait, et puis les gens qui captent, ils consomment aussi un peu, par contre, ils consomment plus. Donc là, vous avez en fonction de X le niveau de consommation pour différents niveaux de H. Donc là, en bleu, c'est un H qui serait faible, vous avez tous les clients avec vous, puis voilà leur consommation. Et puis pour un H élevé, alors vous n'allez pas le voir ici, je ne sais pas si c'est très visible, c'est les courbes en jaune ici, vous avez décru votre part abonnement, mais malgré en essayant d'être de plus en plus attractif, vous ne captez quand même moins de clients que ce que vous aviez avant. Par contre, vous avez ceux que vous gardez, ils consomment un peu plus que ce qu'ils consommaient avant. Alors pour ces clients qui restent avec vous, c'est bien. Ils ont une utilité qui augmente parce que vous leur faites payer moins d'abonnements et puis en plus, ils ont réussi à consommer un peu plus. Donc bon an, mal an, ils arrivent à... Donc vous rattrapez comme ça. Vous préférez attraper moins de clients, mais vous essayez d'en attraper quand même. Alors on peut faire un peu le même genre d'analyse quand les coûts de production augmentent, quand le cas de la production augmente. Et là, l'impact principal, ici je vous ai représenté la part fixe et puis la part variable. Ce que vous faites, c'est que si vous êtes moins attractif en termes de coûts de production, vous avez de plus en plus des coûts de production qui augmentent, ce que vous faites, c'est que vous augmentez la part variable, cette fois-ci. Et en faisant ça, vous captez... là encore moins de clients, enfin là encore vous captez moins de clients parce que votre tarif il est plus cher et puis en plus ils consomment moins. Donc, la vie est de plus en plus dure, on va dire.
Alors, le dernier résultat que je voulais vous montrer, c'est que là, on a essayé de parler justement de comment on réagit une fois que la concurrence augmente. On a aussi résolu le problème quand la concurrence serait différenciée en fonction du consommateur. C'est-à-dire qu'on aurait un H qui n'est plus constant, mais qui dépend du X. Et donc, on a pris concave. Alors, ce serait donc un H, c'est-à-dire que la concurrence s'intéresse plus aux agents les plus efficients, ils sont comme nous. Et donc, ça devient de plus en plus difficile d'aller attraper ces agents les plus efficaces. Alors, on a une hypothèse qui est importante sur la fonction h. On la veut concave, non décroissante bien entendu, et de telle sorte que le h sur le h' soit supérieur à g sur g'. G, vous vous rappelez, c'est dans la fonction utilité, c'est l'appétit en fonction du type x à consommer de l'électricité. Donc ça, c'est important pour des raisons un peu techniques, je dirais. Enfin, c'est pour permettre encore d'avoir des espaces sur les clients qui nous sélectionnent, qu'ils aient une forme pas trop désagréable, que ce soit des intervalles. Alors, qu'est-ce qui se passe en faisant ça? Avec toutes nos hypothèses d'avant, ce qu'on peut montrer déjà, parce que ce qu'on arrive à montrer, peut-être pour le faire clairement, c'est que les agents qui vont nous choisir cette fois-ci, ce ne sont plus uniquement les plus efficaces, mais aussi les plus inefficaces. Donc on peut avoir ces deux types d'agents qui nous sélectionnent. Pour passer par là, d'abord la première étape, c'est il faut montrer que le tarif qu'on va faire, il est toujours plus grand que l'utilité de réservation. Parce que s'il est strictement égal, il est soit plus grand, soit plus petit, mais s'il est strictement égal sur des intervalles dont la mesure de Lebesgue est positive, et alors à ce moment-là, il n'est pas optimal. C'est-à-dire qu'on pouvait faire mieux. Donc grâce à cette étape-là, en fait, on arrive à démontrer d'abord que le X étoile, de manière générale, c'est l'union d'intervalles ouverts dans 0,1. Et puis, parce qu'on a nos conditions, enfin les fonctions qui ont les expressions telles que je vous les ai définies au départ, en fait, c'est simplement les plus inefficaces et les plus efficaces. On n'a même plus d'intervalle à l'intérieur. Alors, on peut refaire ensuite à peu près le même travail que ce qu'on a fait précédemment pour montrer la formule explicite des tarifs dans ce cas où H est constante. Alors les tarifs là sont un peu plus compliqués qu'avant, on n'arrive pas à les simplifier à une seule formule. Donc on se retrouve à chaque fois avec, si on prend le cas gamma entre 0 et 1, donc mes clients industriels, à leur proposer, s'ils sont petits consommateurs, cette forme linéaire. Je leur propose aussi ce tarif-là pour des niveaux intermédiaires de consommation, mais en fait, personne ne va choisir ce tarif-là. Là, ici, c'est ce que vont choisir les clients les plus inefficaces. Et mes clients qui sont les plus efficaces, ceux qui sont les plus gros consommateurs dans ce cas résidentiel, vont choisir cette partie-là du tarif par fixe, par énergie, et puis une partie facturation de la capacité. Donc on a le même schéma aussi quand les clients sont résidentiels. Alors là, donc, dans notre théorème, rien ne dit qu'on ne peut pas avoir à la fois des clients, enfin on doit pouvoir avoir à la fois des clients inefficaces et efficaces. Numériquement, on n'a jamais réussi à le démontrer, donc en fait on a le sentiment qu'on s'adresse soit aux clients les plus efficaces, soit les plus inefficaces. Et alors je voulais vous montrer cette illustration pour montrer que oui, c'est un résultat assez original qu'on n'a jamais vu par ailleurs, de sélectionner les plus inefficaces. Et donc ici, une illustration, quand gamma est négatif, on prend la fonction h comme le log de x. Et voici le tarif proposé au consommateur. Donc il a une drôle de tête, mais néanmoins il est comme ça. Voici l'utilité des agents en fonction de leur type, si je leur propose ce tarif-là en fonction de la consommation. Donc c'est cette courbe bleue. Il la compare à leur utilité de réservation. Donc ici, on voit qu'il n'y a que ces agents-là qui vont sélectionner le contrat parce qu'il n'y a qu'eux qui ont une utilité indirecte qui est supérieure à leur utilité de réservation. Donc là, ici, pour cette forme de contrat, je ne sélectionne que les agents les moins efficaces parce que finalement, personne ne voulait d'eux. Ici, c'était quand même, ça commençait à devenir compliqué d'avoir les plus efficaces. Et donc ces agents, ce sont aussi dans ce cas-là les gros consommateurs, et voilà leur niveau de consommation. Donc si on les rapporte là, ils vont être à peu près là dans la formule de tarification, ils ont quelque chose qui est presque linéaire.
Donc, pour conclure, dans ce cadre d'études, on a pu arriver à des formules de tarifs qui sont explicites et qui sont simples. C'était quand même un des prérequis. On ne voulait pas arriver à des choses inapplicables. Et on montre que la forme optimale des tarifs dans ce cadre, c'est la somme au maximum, je disais, de 3 termes. Une part abonnement, une part proportionnelle à l'énergie et une part qui vient tarifer les grosses consommations, et qui n'est possible que parce que dans un cadre où vous avez un compteur intelligent, c'est-à-dire que vous pouvez relever la consommation de manière régulière. Autrement, vous ne pouvez pas tarifer cette part-là avec les vieux compteurs. Alors, donc ce cadre est relativement simple, on a envie d'aller au-delà, on se pose un petit peu les questions de comment continuer, mais une des idées, notamment, ce serait peut-être de regarder l'impact d'agents qui ne seraient pas rationnels, c'est-à-dire qui choisiraient un des contrats, puis qui après feraient un petit peu leur vie. On peut avoir aussi envie de multiplier les caractéristiques des agents, même si ça a l'air très compliqué, mais je vous disais qu'aujourd'hui, on voit des offres pour des consommations vertes. Donc c'est aussi une des caractéristiques, par exemple, des agents. On pourrait aussi avoir envie de mieux modéliser la concurrence, parce qu'on voit maintenant des agents qui sont très rapides pour changer leur contrat quand il y a une offre plus compétitive sur le marché, d'autres qui sont beaucoup plus lents. Donc ça pourrait être aussi des caractéristiques à inclure. Et puis pourquoi pas aussi mettre un peu d'incertitude sur le niveau de consommation et de production, parce que là on les imagine complètement rationnels au prix, mais ils pourraient s'ajuster de manière plus aléatoire. Donc, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires, et puis à nous proposer des bonnes sources d'amélioration, je dirais, ou de continuation. Merci. Merci beaucoup.